fond, dans l'idée d'engagement, peut-être que c'est encore une de ces dimensions d'actualité, ça, pour le coup, dans l'idée d'engagement, dans le fait de s'engager, il y a toujours cette idée qu'on se pose, pas forcément seul, j'y reviendrai, pas forcément une conscience, mais en tous les cas, contre l'ordre établi. On s'engage aussi quand cet ordre devient, ce qui était le cas pour, heureusement, un certain nombre de personnes sous l'occupation, littéralement insupportable. Il y a quelques années, un des best-sellers, si je puis dire, du monde intellectuel, c'était le livre de Stéphane Hessel, « Indignez-vous », qui a donné lieu d'ailleurs à un certain nombre de mouvements d'indignation, et vous entendez dans ce « Indignez-vous » le caractère d'abord négatif, parce que le titre qui nous réunit, c'est je vérifie d'ailleurs, oui, s'engager. Pourquoi ici, c'est pas tellement pourquoi, hein, pour quel horizon, pour quel idéal, pour quel progrès. C'est d'abord parce que la situation dans laquelle nous nous trouvons, qu'elle soit au niveau économique, qu'elle soit au niveau climatique, qu'elle soit au niveau de nos propres modes de vie, devient littéralement insupportable. L'indignation, de ce point de vue-là, n'est pas tant un projet politique que d'abord une réaction de rupture à l'égard de l'ordre établi. La figure de l'intellectuel engagé, c'est celui qui se lève et dit non, par rapport à tous ceux qui s'assiedent en disant oui. Et de ce point de vue-là, Camille va en parler, donc je ne fais que le rappeler, l'origine historique de l'engagé, la figure de l'intellectuel engagé, c'est pas ça, c'est bien avant, c'est Zola, dans l'affaire Dreyfus, qui écrit « J'accuse ». On retrouve « Indignez-vous », « J'accuse », c'est toujours un langage d'abord négatif, hein. C'est d'abord dire non, c'est-à-dire Zola, l'écrivain qui choisit, romancier, de briser le confort de l'écriture romanesque, de l'imaginaire, pour entrer dans le monde, et entrer dans le monde, c'est entrer dans la mêlée du monde, à ses risques et périls, c'est-à-dire être un auteur qui devient un acteur. Et il y a dans le désir d'engagement aussi une forme de fantasme chez l'intellectuel qui est de dire enfin briser ce monde de la parole solitaire, du tête-à-tête avec la feuille, pire encore avec l'ordinateur, pour retrouver les autres et par la parole, par le discours, essayer de créer une certaine communion avec les autres. Mais je l'ai dit, un auteur qui devient un acteur, cette figure-là centrale de l'engagement, Voltaire, si on veut vraiment avoir la source première, Zola, l'affaire Dreyfus, Sartre ou Aragon, l'occupation, la résistance, cette figure, être un auteur qui devient un acteur, cela suppose que nous sachions encore exactement ce que c'est qu'un auteur. Auteur, ça vient de auctoritas, c'est quelqu'un qui a l'autorité pour écrire. Et du fait de ce que j'ai indiqué tout à l'heure, à savoir les réseaux sociaux, nous sommes devenus tous auteurs. De ce point de vue-là, la grande figure de l'intellectuel qui, depuis sa tribune, comme je le fais d'ailleurs ici, mais depuis sa tribune et en hauteur et en majesté, parle sans que personne ne l'interrompe, cette grande figure, elle a disparu. Parce que la notion d'engagement telle que je l'ai développée jusqu'à maintenant, elle est entrée en crise bien avant les réseaux sociaux, en vérité. C'est-à-dire bien avant ce moment où nous sommes d'une certaine manière devenus tous auteurs. Bien avant que nous ne soyons sortis de cette époque qu'on appelait à tort ou à raison l'époque des maîtres à penser. Hein, les Sartre, les Camus, les Merleau-Ponty, les Foucault. Les maîtres à penser, c'était justement les philosophes engagés qui étaient censés apprendre, c'est des maîtres à qui? À des ignorants, comment penser et comment agir. Cette figure, pour le meilleur d'ailleurs, elle a disparu aussi au nom d'une crise de la figure de l'intellectuel qui sait, et donc, comme il sait, il a aussi le droit de savoir comment il faut agir. Justement, Michel Foucault, je l'évoquais, s'en est pris contre Sartre à cette thèse qu'il y aurait une sorte d'intellectuel généraliste, comme Sartre, c'est-à-dire celui qui peut parler de tout. Hein. Souvent, moi, enfin, là, je suis un peu de cette catégorie, hein, c'est-à-dire que quand on m'appelle pour intervenir dans une émission de radio, en général, je me demande quel est le sujet, on me dit mais c'est pas grave, vous pouvez parler de tout. On croit vous faire plaisir d'ailleurs en vous disant ça, vous pouvez parler de tout. Ce qui est une manière, bon, de vous dire que vous êtes plutôt doué en rhétorique, mais bon, pour le fond, on passera. Alors, Foucault avait dit, ou avait montré qu'il fallait substituer à cet intellectuel, donc sartrien, cette conscience qui est capable d'épouser le monde rien que par la force de son verbe, il parlait de l'intellectuel spécifique, c'est-à-dire celui qui parle depuis son expertise, son savoir. Donc Foucault, c'est pas quelqu'un qui va faire des tribunes sur la liberté dans le monde,
ou contre la guerre, c'est quelqu'un qui va travailler dans les foyers d'immigrés, dans les asiles, et donc va travailler aussi avec des psychiatres, qui va aussi s'investir dans les prisons, dans les maisons de correction, etc. Et puis là, donc c'est celui qui parle ou qui s'engage depuis son lieu d'expérience et de connaissance. Et ce qui a un bénéfice quand même important, c'est-à-dire que du coup, nous sommes tous des intellectuels spécifiques du lieu professionnel que nous habitons, du lieu familial que nous vivons, parfois subissons, du lieu où nous existons, géographiquement même. Nous avons tous une forme d'expertise, pas forcément en philosophie, d'ailleurs pas forcément en sciences, mais l'intellectuel, la figure de l'intellectuel spécifique, c'est-à-dire de l'intellectuel qui va aller travailler avec des professionnels, on en entendra d'ailleurs plusieurs témoignages ici, de gens qui sont véritablement, je dirais, des militants du quotidien, et pas simplement des militants d'estrade. Cette figure-là, pour le meilleur, sans doute emportée contre la notion de l'engagement comme, au fond, exclusivité de l'écrivain ou de l'artiste. Affaiblissement donc de la figure de l'intellectuel d'un côté, et d'autre part aussi, je vais venir à l'embarquement, d'autre part, l'autre raison qui fait que le terme de l'engagement à la Sartre s'est beaucoup affaibli, et qui renvoie directement au titre de cette rencontre, c'est qu'à l'époque de Sartre, il y avait une claire conscience de ce au nom de quoi il fallait s'engager positivement, pas seulement du contre quoi. Contre quoi? C'est l'État, c'est le système du pouvoir, de répartition du pouvoir, c'est le système d'exclusion, parce qu'il y avait Simone de Beauvoir avec lui des femmes du champ de la légitimité. Mais à l'époque de Sartre, il y avait, je suis obligé de le dire de manière très rapide, une conscience relativement partagée de la direction de nos engagements, de ce vers quoi il fallait que l'histoire avance. Et ce vers quoi elle devait avancer, c'était l'abolition du système capitaliste, pour le dire rapidement. Horizon qui nous a un peu glissé entre les doigts, il faut bien le dire, depuis une quarantaine d'années. Camus, qui est de certains points de vue beaucoup plus contemporain pour notre situation que Sartre, avait justement dans sa fameuse, enfin la fameuse pour ceux qui la connaissent, mais dans l'opposition à la guerre fratricide, en un sens, qu'ils se sont faites Sartre et lui, par lettre interposée, hein, rassurons-nous, reprochait à Sartre de, je cite de mémoire, placer toujours sa chaise dans le sens de l'histoire. Donc l'intellectuel, c'est celui qui, au fond, au nom du savoir qu'il aurait, du sens de l'histoire, de la lutte des classes, mettrait toujours son savoir, son discours, sa parole, en quelque sorte, à la remorque du sens de l'histoire, c'est-à-dire pour Sartre, très souvent à l'époque, du Parti communiste. Ce que Camus remettait en cause, c'était donc le fait que l'engagement, cela transforme très vite le militant en partisan. Et le partisan, c'est celui qui, alors même qu'il est censé parler en première personne, au nom de sa conscience, finit en fait par parler de manière anonyme au nom du parti. Alors, comme je vois que j'ai déjà parlé un peu plus que... enfin, je n'ai pas encore terminé, mais que je ne voyais, je vais tout de suite revenir à cette opposition entre Camus et Sartre, dans laquelle j'inclus d'ailleurs une autre opposition. Je ne sais pas si vous avez entendu cette formule. Sartre a eu, comme c'était un philosophe engagé, il a eu beaucoup de conflits, donc il s'est aussi beaucoup bataillé, bien plus avec lui d'ailleurs, avec Raymond Aron, qui était un philosophe libéral, alors que Sartre était plutôt marxiste, en tout cas révolutionnaire plutôt. Et il y a cette formule qui est souvent... Raymond Aron était toujours sage, calme et rationnel, tandis que Sartre était énervé, excité et radical. Bon. Et la formule, si vous l'avez entendu peut-être, c'est « faut-il mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron ?» Ou avoir eu tort avec Sartre que raison avec Aron. Qu'on peut entendre de deux manières. On peut dire au moins Sartre, il a eu tort, mais il s'est moins engagé, justement. Alors que Raymond Aron a toujours eu raison, puisqu'il était du côté du pouvoir. C'est un peu la même... bon, je suis pas sûr, je suis sûr que Sartre a souvent eu tort, mais Raymond Aron n'a pas toujours eu raison. Cela étant, je reviens à Camus, parce que c'est un peu la même chose. Et Sartre avait cette image dans le texte qu'il consacre, où il répond à Camus, où il s'attaque à Camus. Il lui dit en substance, et là je vais arriver à l'embarquement, il lui dit, oui, vous me faites penser, il le dit beaucoup plus méchamment que je ne le dis là, c'est une lettre assez méchante, un texte assez méchant. Sartre était capable de méchanceté, puis se réconcilier tout de suite après.
il disait à Camus, vous me faites penser à quelqu'un qui regarde une piscine, enfin qui est au bord de la piscine, et qui commence à voir, je résume, hein, qu'elle n'est pas très propre, qu'elle ressemble un peu à un marécage, et qui donc hésite à plonger, quoi, en se disant, bon voilà, et, évidemment la piscine c'est le monde, c'est la mêlée, etc. Le seul problème, c'est que vous n'avez pas compris que vous êtes dans la piscine. Que même votre manière à vous d'être dans la piscine, c'est de croire que vous n'y êtes pas. Et que donc vous avez la liberté de ne pas vous engager, de ne pas rentrer dans la piscine, de la trouver trop froide, trop sale, etc. Mais qu'en réalité, ne pas y entrer, c'est en fait y être comme un poisson dans l'eau. C'est avoir choisi d'y être. Et même si dans la querelle entre Sartre et Camus, on peut considérer que c'est Camus qui avait raison, bon, là-dessus il faudra discuter, c'est pas tellement ça mon problème, c'est de savoir si dans la piscine, nous n'y sommes pas, même si nous avons choisi de ne pas y être. C'est-à-dire, et précisément en général, ceux qui disent qu'ils restent en dehors de la mêlée sont ceux qui y sont probablement le plus, mais ne veulent pas en avoir la responsabilité. Aujourd'hui, et face à toutes les questions que j'ai évoquées en commençant, du réchauffement climatique à la montée de l'extrême droite et à la multiplication des guerres, il y a des gens qui considèrent et disent, et c'est bien leur droit, qu'ils ne font pas de politique, ou qu'ils veulent rester hors de la mêlée. La thèse de Sartre, c'est que précisément, le moyen le plus confortable d'être dans la mêlée, c'est de penser qu'on n'y est pas. Et le moyen le plus efficace de perpétuer l'ordre établi, c'est de considérer qu'on ne collabore en rien à lui, avec lui. C'est, je crois, Anatole France qui disait, quand quelqu'un me dit qu'il est ni de droite ni de gauche, je suis sûr au moins d'une chose, c'est qu'il est de droite. Et je le dis avec tout le respect dû au fait d'être de droite, mais dans l'esprit d'Anatole France, ça veut surtout dire d'être du côté du manche, hein, d'être du côté du pouvoir. Ben, peut-être quand il y a la gauche qui est le pouvoir, pour changer, mettez droite-gauche là où vous voulez, c'est pas mon souci ici, mais au fond, cette thèse, enfin peut-être pas totalement où on veut, mais cette thèse, c'est de dire finalement que le retrait n'est pas une issue ou n'est même pas une possibilité. Que l'être un spectateur désengagé face à cette piscine qu'est le monde, ou à cette mare plutôt qu'est le monde, c'est encore, d'une certaine manière, y participer. C'est là qu'intervient ce terme de l'embarquement, qui est un terme, être embarqué, qu'on va trouver chez un philosophe apparemment très éloigné de Sartre, aussi bien par les siècles que par la position idéologique, si on peut dire. C'est le philosophe Blaise Pascal, au XVIIe siècle, philosophe chrétien, néanmoins qui a des aspects déjà de pré-existentialisme en quelque sorte, c'est pas un christianisme orthodoxe au sens avec une église extrêmement charpentée, c'était un janséniste, quelqu'un qui a lui aussi affirmé sa conscience d'une certaine manière contre l'ordre du monde, mais une conscience aimantée par Dieu. Et si Pascal est connu, il est connu à cause de son texte sur le pari. Faut-il parier ou pas en faveur de l'existence de Dieu? Et l'argument, pour le dire vite, c'est que nous avons toujours intérêt à parier pour l'existence de Dieu, parce que, je le dis là très rapidement, soit il n'existe pas, et dans ce cas-là, nous n'avons pas perdu grand-chose, parce que nous n'avons perdu que tous les plaisirs, les vices que nous aurions pu vivre dans cette vie, soit il existe, donc la perte est modique s'il n'existe pas, soit il existe, et dans ce cas-là, le gain est infini, parce que, évidemment, nous gagnons l'éternité. Donc au fond, c'est un argument de type mathématique auquel je ne crois pas que Pascal croyait tellement, d'ailleurs lui-même, c'est pas tellement ça le souci, c'est un argument pour montrer qu'il est rationnel de croire en Dieu, parce que le salut est de toute façon infini ou éternel, tandis que les petits plaisirs de la vie qu'on ne peut pas avoir si on est véritablement chrétien, eux, sont finis et limités. Mais c'est pas cette histoire qui m'intéresse, c'est que dans ce texte-là, sur le pari, où il pose la question de savoir s'il faut parier ou pas sur l'existence de Dieu, il dit de toute façon, une position est impossible, c'est ne pas parier. Parce qu'il y aurait là aussi quelqu'un qui dit, moi je ne suis ni droite ni gauche, ni chrétien ni athée, je suis agnostique, je suis au milieu, en même temps, c'est pas et comme ça je gagne sur les deux plans. Bon, on sait, y compris sur le en même temps, qu'on commence par gagner et ensuite on perd et le peuple avec. Bon. Alors, en fait, ce qu'il veut dire, c'est celui qui dit je ne parie pas, a déjà parié, en l'occurrence il a parié contre Dieu.
Et c'est là qu'il a cette formule, nous sommes engagés. Engagés dans quoi? Dans l'existence, et dans l'existence où la question du salut ne peut pas ne pas se poser. Enfin, c'est vrai qu'il y a l'universalité de cette thèse selon laquelle nous ne sommes pas extérieurs à notre propre monde, nous y sommes, nous sommes dans la piscine, pour revenir à l'image qu'emploie Sartre, et ne pas s'engager, c'est s'être déjà engagé en faveur du dégagement, d'une certaine manière. Donc, être embarqué, l'image est maritime, nous sommes sur le bateau, en pleine mer, en quelque sorte, quoi que nous fassions, dès lors que nous sommes nés, nés de la naissance, eh bien, nous sommes pris dans une passion une tempête éventuellement, que nous ne maîtrisons pas et dans laquelle il nous est demandé à chaque instant de nous diriger dans une direction ou une autre. Alors, cette image de l'embarquement, l'image maritime de l'embarquement, elle a toute une histoire, ou plutôt elle répond à une certaine histoire qui est celle de ce qu'on appelle, dans la tradition philosophique, naufrage avec spectateur. C'est cette image qu'on trouve chez Lucrèce, un philosophe de l'Antiquité romaine, qui explique pourquoi le sage a un certain plaisir, lorsqu'il est sur la rive, à voir naufrage avec spectateur. On est sur la rive, on voit un bateau en train de couler, ou en train de s'échouer, et dit Lucrèce, il ne le dit pas dans le sens où évidemment il serait sadique, ou qui jouirait du malheur de l'autre, il dit il y a une certaine satisfaction devant ce genre de spectacle dès lors qu'on est à distance. Je lis, c'est dans le De Natura Rerum, le livre sur la nature de Lucrèce, un poème, douceur lorsque les vents soulèvent la mer immense, donc il y a une tempête, douceur lorsque les vents soulèvent la mer immense, d'observer du rivage le dur effort d'autrui, non que le tourment soit jamais un doux plaisir, on ne prend pas plaisir à voir les autres être tourmentés, mais il nous plaît de voir à quoi nous échappons. Naufrage avec spectateur, c'est la figure de Camus, c'est un peu la figure de Aron, le spectateur qui, de loin, juge des événements sans y être, en quelque sorte, partie prenante. Cette image, elle veut dire que, pour Lucrèce, donc on est dans l'Antiquité, le sage, c'est celui qui ne prend pas la mer. L'image de la mer, c'est l'image précisément du danger. Le sage, c'est celui qui reste sur le sol ferme du rivage, et voyant les bateaux qui prennent, c'est évidemment une métaphore, voyant le bateau qui prend l'eau, se réjouit non pas du malheur des autres, mais de lui d'avoir eu la sagesse de ne pas prendre l'eau, de ne pas prendre le bateau. Évidemment, lorsque Pascal écrit « Nous sommes tous embarqués », il s'oppose tout à fait radicalement à cette thèse, puisqu'en fait il explique que la condition humaine, c'est d'être déjà sur le bateau, qu'il n'y a pas de rivage, qu'il n'y a pas de lieu ferme, et donc qu'il n'y a pas de sagesse qui nous prémunirait du monde. Pourquoi sommes-nous tous embarqués? Eh bien parce que la position du sage, séparée de l'urgence du monde, elle est simplement devenue impossible. Le rivage, ce n'est plus le lieu depuis lequel nous parlons, le lieu depuis lequel nous nous situons, dirait Pascal, mais je le dirais d'autant plus aujourd'hui. Le rivage, c'est tout au plus le rivage que nous pourrons un jour, si tout va bien, auquel nous pourrons un jour accéder. C'est-à-dire celui d'un monde pacifié dans lequel les relations, non seulement entre les humains, mais aussi les relations avec la nature seront simplement vivables. Le rivage, ce n'est pas pour nous un point de départ, c'est un objet d'espérance. Donc embarqués, nous le sommes non seulement autant qu'à l'époque de Pascal. Je rappelle que pour Pascal, nous sommes embarqués, c'est le pari de Dieu, nous sommes embarqués dans la question qui est que nous sommes mortels et que donc la question de savoir si nous allons être sauvés se pose à nous, quoi qu'il arrive, dès lors que nous avons poussé notre premier cri. Eh bien, l'urgence dont je parlais au départ de cette conférence, en particulier, c'est la plus visible, du moins la plus sensible maintenant même dans nos corps, pas ces dernières semaines, je l'avoue, l'urgence du réchauffement climatique. L'urgence, elle ne nous laisse plus le choix d'un certain engagement, mais un engagement qu'il faut comprendre sur la base d'un embarquement. C'est-à-dire sur la base, et c'est ce que je sauverais, moi, de la philosophie du Sartre, un des autres paradoxes, j'avais cité tout à l'heure, et je vais m'arrêter là, j'avais cité tout à l'heure, nous sommes condamnés à être libres, non, j'avais cité tout à l'heure, pardon, nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation. L'autre paradoxe, c'est nous sommes condamnés à être libres. Qu'est-ce que c'est que cette synthèse entre la fatalité, condamnée, et la liberté? Être condamné à être libre, en un sens, c'est précisément reconnaître que nous sommes embarqués et que, en revanche, nous sommes donc par conséquent dans une situation où la tempête,
commence à devenir assez forte en ce moment, je trouve, pour nous. La tempête peut survenir à tout instant. Condamné à être libre, ça veut dire nous sommes sur le bateau, il faut décider de l'action qui permettra éventuellement de faire que nous arriverons un jour à bon port, à supposer, je répète, que ce rivage existe. Autrement dit, il faut faire entre l'exigence de s'engager pour des raisons morales et le fait que de toute façon, nous sommes d'ores et déjà engagés pour la survie de la planète et peut-être aussi pour le maintien de la démocratie. Affirmer sa liberté, de ce point de vue-là, s'engager, c'est le seul moyen de ne pas la perdre et de la maintenir autant que possible à flot. Beaucoup plus qu'à l'époque de Pascal, nous sommes embarqués dans un monde dont nous connaissons la fragilité, je n'ai pas évoqué d'ailleurs le risque de guerre dans sa dimension même nucléaire, c'est-à-dire, au fond, nous, notre problème, je dirais, c'est pas seulement que nous sommes sur le bateau, c'est pas seulement que le bateau risque de prendre l'eau de toutes parts, c'est qu'en plus, nous avons du naufrage une image de plus en plus précise et qui même parfois se multiplie au point de multiplier les peurs apocalyptiques. Mais je conclurai en disant, oui, nous sommes embarqués, mais nous ne sommes pas embarqués tous, contrairement à ce qu'on pourrait croire, enfin, c'est mon option, hein, sur le même bateau. Nous sommes embarqués sur la même mer. Mais je me méfierais, moi, de ceux qui diraient que nous sommes, par exemple, embarqués sur le bateau de la civilisation occidentale, à laquelle s'opposeraient nécessairement les barbares venus d'ailleurs. Nous vivons l'époque où ceux qui veulent nous embarquer sur leur bateau, au risque d'ailleurs de chavirer, sont nombreux. On les appelle les populistes, on les appellera comme on voudra, mais évidemment, je pense qu'il faut bien distinguer dans cette image de l'embarquement entre le fait que nous partageons la même mer, MER bien sûr, nous partageons le même océan, que nous ne sommes pas sur des planètes différentes et que, comme le répètent les militants écologistes, d'ailleurs, il n'y a pas de planète B. Néanmoins, sur cette mer, il y a plusieurs bateaux. Et tous ne nous mèneront pas au même port, car être embarqué sur la même mer, cela ne veut pas forcément dire être dans l'obligation de mener une bataille navale contre les autres bateaux, contre des bateaux que l'on qualifiera de barbares, mettez tous les noms de ceux qu'on porte aujourd'hui à notre attention particulière pour les haïr dans le monde. Donc nous sommes embarqués, mais nous devons néanmoins nous engager, enfin nous devons, en tout cas il me semble, que nous pouvons nous essayer de nous engager pour monter sur un bateau qui soit, comme on le dit aujourd'hui, plutôt un bateau de l'inclusion des autres, plutôt qu'un bateau naval destiné à nous sauver contre des ennemis réels, peut-être, il en existe, mais bien souvent aussi imaginaires. Voilà, je vous remercie de votre attention.